Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. Le film d'aujourd'hui s'appelle The Passenger. Je l'ai vu au cinéma et en VO, il est de 2018. Il est encore au cinéma d'ailleurs et il est réalisé par Jaume Collet Serra. Alors Jaume Collet Serra, c'est très mal prononcé évidemment, hein, donc tous les hispanophones me pardonneront cet écart de langage terrible, mais je vais l'appeler Collet Serra, donc voilà, c'est comme si il s'appelait Colette plutôt que Jaume, mais bon, peu importe. Donc Collet Serra est un réalisateur, je dirais, de série B. Dans ma bouche, série B, c'est pas du tout péjoratif, c'est même plutôt, dans son cas à lui, des séries B plutôt intéressantes et plutôt bien faites. Pour vous donner une petite idée, c'est lui qui avait sorti le thriller, le bon petit thriller qui s'appelait Esther. Vous voyez l'histoire basique d'une gamine qui est adoptée et qui est un petit peu plus dangereuse et démoniaque que prévu, qui était pas mal, franchement c'était un bon petit thriller. Il a aussi fait The Shallows, qui est une sorte de Dents de la mer, une version plus ou moins seule au monde avec les Dents de la mer, c'est pas mal honnêtement, c'était correct comme film. Et faudrait que je le revoie, mais la fin était pas terrible, mais le film était plutôt bien, un bon petit suspense. Et puis il a surtout fait toute une série de films d'action thriller avec Liam Neeson. Plutôt de solides séries B, je trouve. Il a fait notamment Sans Identité, Run All Night ou encore Non-Stop, où Liam Neeson devait empêcher une personne de mourir toutes les 20 minutes dans un avion. L'action du film se déroulant complètement dans l'avion et pendant son vol. Et justement, The Passenger, c'est le film qui pourrait être un peu vu comme la suite indirecte de Non-Stop, puisque toute l'action du film, quasiment, va se dérouler dans un RER. Le titre original du film, c'est The Commuters. Les commuters, c'est des gens qui prennent le train, en général, ou qui se déplacent des banlieues éloignées des grandes villes américaines pour aller bosser dans les centres-villes. Enfin, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai pas forcément une traduction française plus juste de ce mot commuter. Donc bon, ça sous-entend en tout cas que ce sont des gens qui sont par définition moins riches que la moyenne et qui doivent absolument aller se rendre au centre et donc avoir tous les jours beaucoup de trajets pour aller travailler et ainsi de suite. Voilà, c'est un petit peu le sous-entendu qu'il y a derrière. C'est pour ça que je fais la comparaison avec le RER à Paris. Voilà, donc le pitch. Michael McConnelly a la même routine tous les jours depuis 10 ans. Il se réveille, prend son petit déjeuner, discute avec son fils de son permis, de ses études, est emmené à la gare par sa femme, prend le train vers la ville avec les mêmes visages, se rend à son travail de vendeur d'assurance vie et reprend le même train avec les mêmes visages pour rentrer chez lui. Mais aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier puisque c'est le jour de son licenciement. La routine s'arrête net. Il noie son désespoir dans un bar, son ancien partenaire de police lui propose de l'aider et le supplie d'en parler à sa femme, car Michael n'ose pas lui annoncer la nouvelle. Il prend toujours le même train du soir, lisant le livre que chaque soir il lit pour aider son fils dans ses études. Et là, une élégante femme, s'assied devant lui, se présente comme une comportementaliste et propose un étrange jeu. Est-ce que Michael est prêt à faire quelque chose d'insignifiant contre 100 000 $, sans savoir les conséquences que cela pourrait avoir sur quelqu'un d'autre? Alors c'est un pitch a priori simple, mais Jaume Collet Serra, c'est un peu son style et c'est solide en termes de mise en scène. Il y a un vrai petit amour chez lui du petit film d'action bien fait, quoi. Bah, si on regarde ses films, par exemple, je me suis amusé à retrouver le budget des films qu'il a fait. C'est des séries B générales, on va dire, des vraies séries B, quoi. Esther, il était à 20 millions de dollars de budget, Sans Identité à 30 millions, Run All Night à 50 millions, Non-Stop à 50 millions, et The Shallows, c'est le film visiblement le moins cher qu'il ait fait de cette envergure, puisqu'il était à 17 millions. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, j'espère que vous le sentirez pas trop, par moments j'ai un petit peu m'essuyé le nez. Veuillez m'excuser. Pour vous donner une échelle de comparaison, donc, par rapport à ces budgets, les séries A, on peut commencer à parler d'un film de série A, entre guillemets, aux alentours de 100 millions de dollars, voire un peu plus, et on peut parler de blockbuster à partir de 150 millions. Donc c'est... Voilà, c'est vraiment pour dire que quand je dis série B, c'est pas péjoratif, c'est simplement un type de production, et notamment un type de production lié à un type de moyen. Parce que Collet Serra, il est bon, il gère bien le cocktail qui fait qu'une série B est bonne. En général, il a des pitchs accrocheurs,
Esther, c'est voilà, est-ce que vous adopteriez cette fille qui a l'air d'être très bien sous tout apport, mais qui en fait est démoniaque. Voilà, vous voyez, c'est simple, mais c'est des genres de trucs qu'on peut comprendre vite et expérimenter émotionnellement rapidement. Sans identité, c'est un mec qui se réveille un jour et plus personne ne le reconnaît. Tout le monde dit, voilà, qu'il n'est pas la personne qu'il prétend être, même sa femme ne le reconnaît pas, même ses amis, enfin voilà quoi. Et du coup, il doit évidemment trouver qu'est-ce qui se passe. Ronald Knight, c'est un vieil Irlandais qui faisait plus ou moins partie de la mafia et qui un jour doit choisir entre sa fidélité envers son chef ou son fils qui a tué le fils de son chef. Vous voyez le truc quoi. Et il a genre juste une nuit pour régler le problème parce que son chef c'est un mafieux très puissant. D'ailleurs joué par Ed Harris d'ailleurs, c'est un acteur qu'on voit plus assez, je trouve, qui est vraiment très très bon. Et le personnage a qu'une nuit pour tout régler, quoi. Vous voyez, c'est tout de suite très intense, sachant que évidemment toute la mafia de son propre clan est derrière son fils, quoi. Donc il doit le trouver le premier et le sauver. Et dans Non-Stop, comme je disais avant, il est dans un avion et on lui annonce que toutes les 20 minutes c'est un policier de l'air, et toutes les 20 minutes il y a quelqu'un qui va mourir et il doit essayer de l'empêcher, quoi. Évidemment, je sais plus pourquoi, mais il doit prévenir personne, donc voilà. Et The Shallows, c'est une jeune femme qui se retrouve coincée sur un rocher très tôt dans le film, en faisant du surf, je crois, un truc comme ça. Et autour du rocher, il y a un énorme requin qui se balade et qui essaie de la bouffer, et tous les gens qui essaient de venir l'aider ou autres, ils se font bouffer aussi, et voilà, elle est coincée là-dessus, et la question c'est comment elle va faire pour regagner le rivage, qui est beaucoup trop loin, sans se faire bouffer par ce requin. Voilà, donc c'est des pitchs simples, on comprend tout de suite le type de suspense auquel on va être confronté. Voilà, avec donc c'est des pitchs accrocheurs avec un suspense en général qui est bien géré, parce que c'est pas seulement des films qui sont vendus sur leur pitch, il sait aussi bien gérer ça sur la durée du film. En général, on a de l'action nerveuse, spectaculaire et tendue, honnêtement. C'est pas la grande, c'est pas la grande tension, genre vous avez le bide retourné façon Aronofsky ou autre, hein, on est d'accord, c'est pas ce type de tension là, mais c'est bien tendu pour un thriller, pour des thrillers en général assez agréables. Et en plus, on a évidemment des happy end de films d'action. Ce que je veux dire par happy end de films d'action, c'est-à-dire que c'est un peu forcé, mais c'est des films assez tendus pour que finalement le spectateur préfère ça à une bad ending qui viendrait un petit peu, voilà, qui ferait un peu tâche dans un film où tu sens qu'il y a un héros et que voilà, le héros mérite de s'en sortir, tout simplement. Il y a une sorte d'évidence. On va pas voir ces films-là pour se faire secouer par une bad ending qui en fait serait malvenue et qui serait pas à l'envergure de ce que le film raconte. Je ferai probablement un après le film sur des films comme ça que je trouve et quelques films que je spoilerai pour expliquer ce que j'entends par là. Le bad ending, c'est un truc qu'il faut savoir manipuler avec beaucoup de précaution, je trouve. Bref, j'y reviendrai dans un après le film. Simplement pour expliquer que j'ai beaucoup de mal avec les films qui ont une bonne tension et qui en profitent pour mettre un bad ending, mais qui le font essentiellement pour faire le malin. Je reviendrai là-dessus, c'est un sujet en soi. Et puis, à toute cette bonne gestion de ce qu'est une bonne petite série B par Colette Serra, on peut rajouter la petite touche actuelle qui garantit un petit peu plus le succès, c'est Liam Neeson. Dans The Shallows, je sais plus qui était l'actrice principale, peut-être que c'était Evangeline Lilly, j'en suis plus certain. En tout cas, voilà, il avait pas, pareil pour Esther, il avait essentiellement Vera Farmiga dedans, et peut-être un des frères Skarsgård, non, Peter Sarsgaard, je crois, je suis plus certain. Mais bon, c'est sûr qu'avoir Liam Neeson en rôle titre, ça aide un peu plus pour la notoriété du film. Tout simplement parce que c'est un acteur avec une carrière monstrueuse. Il a fait beaucoup de films, ce mec. Quand j'ai rematé sa filmographie, j'ai halluciné. C'est vrai, j'en ai pas vu les 3/4. Hein. C'est assez impressionnant même. Une immense filmographie. Grande variété de films. Hein. Aussi bien Rob Roy McGregor que Batman Begins, que La Menace Fantôme, que Taken... que le dernier Scorsese jouait son nom, je sais plus comment s'appelle le film. C'est sur des prêtres, je l'ai pas encore vu d'ailleurs. Et enfin voilà quoi, une carrière très très large, Love Actually aussi, enfin voilà. Et en fait, Liam Neeson c'est un mec qui a un peu une sorte de seconde carrière, puisque depuis Taken, vous voyez, c'est le film où il est l'inspecteur Brian, enfin le gars il fait partie des... je crois qu'il faisait partie des services secrets ou je sais pas quoi, et sa spécialité c'était de retrouver les gens très très vite, et sa fille se fait enlever, il l'a retrouvée, ça a été tellement, parodié sur internet que, même sans avoir vu le film, vous en avez entendu parler de loin, quoi. Donc ça a un peu fait découvrir au monde, moi aussi d'ailleurs, hein, que c'était vraiment un acteur d'action qui était capable de porter tout un film d'action pur,
de bonnes séries B nerveuses, et à partir de là, c'est vraiment devenu une star de films d'action. Souvent des films assez violents, plutôt efficaces en général, et qui finissent en grande majorité bien. C'est des séries B certes, tout simplement parce que ce sont rarement des films qui cherchent à avoir une portée très élevée. C'est pas forcément péjoratif ce que je dis là, c'est bien raconter une histoire, c'est déjà très difficile, et on n'est pas obligé de faire des films pour dénoncer, critiquer, analyser le monde, enfin tout ce que vous voulez, quoi. On peut faire une histoire fun et prenante, ça peut largement suffire. Mais c'est vrai que Neeson apporte quand même une petite pointe de noblesse en plus, avec sa carrière d'acteur de premier plan, bien sûr. Il a une image maintenant qui est dans l'esprit du public, hein. Il a un certain personnage qu'on a l'habitude de retrouver. Il a son charisme naturel et comme je disais, une certaine noblesse qu'il porte dans ses personnages. Et du coup, mis à part une ou deux exceptions, Neeson fait même ces dernières années toujours le même personnage. C'est un cinquantenaire qui en général a un passé de policier ou de soldat ou dans les services secrets ou autres, qui a une morale souvent qui est mise à mal dans ses films d'ailleurs, et il doit résoudre des problèmes souvent vite en cassant des gueules, hein. Alors bien sûr, pour le bien de tous, on est d'accord, hein. Évidemment il y a le gros argument de la série B, c'est-à-dire on va voir des mecs se faire péter la gueule, on va voir la bonne petite catharsis bien, bien sadique de voir des mecs se faire casser la gueule en se disant ouais c'est bien fait pour leur tronche, mais bon voilà, c'est pour le bien des choses, hein, c'est moral tout ça. Bref, je caricature, mais c'est un petit plaisir coupable, il faut être honnête. Personnellement, je vois dans Liam Neeson une évolution des héros de type Schwarzy, Stallone, Van Damme, quoi, des années 90. La différence, c'est comme Neeson est... Alors, je fais pas un jour aux trois autres, que je trouve que c'est des bons acteurs aussi, mais je trouve que Neeson est un meilleur acteur, et donc il apporte une certaine densité à ce personnage de héros souvent monolithique comme ça. Entre parenthèses, je fais un petit coucou à Steven Seagal et Chuck Norris, hein, qui, malgré une violente paralysie faciale, ont réussi à faire une grande carrière dans le métier du cinéma. Bref, je ferme la parenthèse. Chez Neeson, le personnage est souvent trouble, et il est souvent confronté directement à ses limites morales, ce qui est le cas aussi dans le film dont on va parler aujourd'hui, Passenger. Et il faut être clair, les réalisateurs qui bossent avec lui en général ont plutôt bien utilisé cette ambiguïté morale et ce charisme, que ce soit Pierre Morel dans Taken, que ce soit Scott Frank dans Ballade entre les tombes, ou encore Olivier Mégaton avec Taken 2 ou 3 qui sont moins bons, mais qui sont... Il y a quand même une bonne gestion, je trouve, des problématiques du personnage. Alors après, il faudrait que je revoie peut-être Taken 2 ou 3, même si j'ai pas beaucoup aimé. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal à cet endroit-là. Ils utilisent bien tous les trois, et d'autres aussi, hein, sa capacité à incarner une certaine ambiguïté plutôt naturellement. En général, c'est une ambiguïté simple, hein, c'est la dichotomie entre le bien et le mal, hein, ça va pas extrêmement loin. Hein. Alors des fois c'est lié à la parentalité, des fois, souvent d'ailleurs c'est lié à la parentalité, des fois à son couple, enfin voilà quoi, ça va pas très très loin. Mais bon, faut savoir le jouer, et Neeson, ça, il le joue vraiment bien, quoi. Et donc, après toute cette présentation de How I Met Colette Serra, et puis de ce qu'est un petit peu Liam Neeson aujourd'hui, de mon point de vue, The Passenger. Eh ben, je peux dire sans problème que c'est un bon Neeson. Normalement, je dis pas ça. Mais il y a réellement une patte et une touche un peu cousine dans les films d'action avec Liam Neeson de ces dernières années. Comme je le disais, le personnage central est souvent très cousin de film en film. L'intrigue est sur quelques jours, quelques heures, donc c'est souvent des séries B avec une tension particulièrement attentive au pitch et à se tenir au pitch de départ. Il y a une action violente et puis une petite ambiguïté morale qui fait que tout ça n'est pas si vain que ça, on nous raconte réellement quelque chose. Je caricaturerai à peine en disant que c'est un petit peu... j'aime pas trop en général dire d'un film qu'il est l'identité de... Un film d'un acteur, pour moi, ça n'existe pas, c'est un film d'un réalisateur en général. À part quand on a des acteurs-producteurs, là c'est encore très particulier, je parle vraiment de gros trucs comme Will Smith pendant une période, peut-être moins maintenant, et puis Tom Cruise qui est vraiment l'exemple de l'acteur-producteur, quoi. Il fait des films qui ont souvent une identité très 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 proche.
Donc il y a eu plusieurs réals sur les films de Liam Neeson, mais comme c'est très cousin, on peut pas s'empêcher d'y voir une certaine trademark. On va voir un film de Neeson, si les gens me disent je veux voir le dernier Liam Neeson, je peux l'entendre, parce qu'il joue clairement dans sa carrière d'un certain type de film, d'un certain type de personnage, et de manière récurrente maintenant depuis un peu plus de 10 ans. Et je dis ça tout en ayant conscience ou plutôt en estimant que Jaume Collet-Serra, il a une filmographie plutôt intéressante et assez remarquable. Hein. Je dirais pas que c'est singulier, il lui manque peut-être encore un petit peu d'aller un peu plus loin, je pense, dans ses idées de départ. Mais voilà, c'est quand même une filmographie tout à fait honorable et de bons petits films, hein, je pense. Je dois pas dire trop de bêtises en disant ça, même si je suis pas forcément fan de la plupart des fins de ces films. C'est des films qui sont plutôt bien menés, avec une bonne tension. Alors il y a peut-être la limite des séries B un peu dans la filmographie de Jaume Collet-Serra, parce que c'est déjà difficile, comme je disais, de raconter une histoire de manière efficace et prenante, mais en même temps, si on s'arrête à ça, le film reste ce qu'il est, c'est-à-dire un divertissement. Un bon divertissement certes, mais un divertissement. Et c'est là où on voit la difficulté, quoi. Il faut déjà en avoir l'ambition, je sais pas s'il l'a forcément. Visiblement, c'est un bon artisan, il aime bien faire de bonnes séries B, mais même s'il en avait l'ambition, c'est encore plus difficile de réussir à amener un film vers une réelle singularité, quoi. Quand je dis divertissement, c'est juste que le film est bon, c'est un divertissement. Le film est bon et propose en plus quelque chose d'autre, une réflexion, il va au-delà, ça devient un film singulier. Et c'est très difficile à obtenir, c'est très difficile pour différentes raisons, avec la pression des producteurs, des acteurs, le fait que un film ça coûte très très cher, le fait que même il y a plein d'imprévus sur un film, on n'arrive pas toujours à tenir artistiquement ce qu'on voulait, même quand les conditions sont très très bonnes, que les acteurs, la production, que tout le monde de notre côté. Des fois on n'y arrive pas quand même, donc c'est très difficile d'obtenir cette singularité-là. Mais quand on y parvient, le film dépasse le divertissement et devient en quelque sorte mémorable. Encore une fois, c'est pas un mal de faire des séries B, mais il faut aussi en assumer cette, j'ai envie de dire, terrible limite, je trouve. À partir du moment où on accepte de faire une série B, ça va être un divertissement, et il est possible que le spectateur l'oublie très très vite. C'est ça qui fait la différence entre le divertissement et le film singulier. D'ailleurs, on me posait la question dernièrement de Netflix et de l'arrivée d'un certain autre type de diffusion de films. Je vais pas pérorer longtemps là-dessus, c'est un sujet en soi que je vais pas développer ici, mais je trouve que là, l'idée de la série B exprime bien quelque chose. À un moment donné, les objets singuliers, même si on commence à avoir beaucoup plus de films et beaucoup plus de séries, ça va juste augmenter la possibilité, non pas d'avoir des choses mémorables en soi, ça va augmenter le nombre de choses audiovisuelles, et on aura peut-être du bon et du moins bon dans une même proportion. Nonobstant, ce qui va faire que les gens vont quand même qui va quand même rester une filmographie, j'ai envie de dire, commune à la plupart des gens. Évidemment, c'est le cinéma mainstream, hein, les films à côté desquels on ne peut pas passer parce que la communication est particulièrement violente et abrutissante même, faut être honnête. Mais en parallèle, il y aura des films qui vont marquer les spectateurs, le grand public, ou même l'intelligentsia, je caricature, du cinéma mondial, et ces films, ils vont rester. Et c'est ces films-là qui vont, entre guillemets, être l'identité du cinéma d'une époque. Peu importe le nombre de productions, ce qui doit être, entre guillemets, sympa ou bon ou divertissant, va rester à son époque, très très souvent. C'est pas grave, c'est très bien aussi. Il faut des divertissements aussi, c'est pas un mal de se faire du bien. Et la preuve, si je suis allé voir The Passenger, c'est bien parce que je savais que j'allais voir un film sympa et que j'allais pas m'emmerder. Que j'allais passer une bonne heure et demie, voilà, devant un bon petit thriller qui allait me faire oublier mes petits soucis, et voilà. Donc ça a tout à fait sa raison d'exister, et c'est bien. Mais c'est pas ces films-là, et on peut faire une surabondance de production, ça changera pas le fond du problème. Il faudra d'abord que l'objet soit singulier, et qu'il soit reçu en tant que tel. C'est pas évident, c'est deux choses très 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 difficiles. Déjà, c'est dur de faire un film singulier, comme je le disais, pour différentes raisons, et ensuite, c'est encore plus difficile, et là, très hasardeux, que le film ait non pas du succès, mais simplement qu'il soit reçu à sa juste valeur. C'est très 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 complexe. Et c'est la faute de personne, hein. C'est vraiment, on est encore à notre époque dans
dans un flou par rapport à ça, dans un flou par rapport à la question de l'art en général. Hein. Vous voyez, c'est un sujet très très vaste que je ne vais pas aborder en détail ici, mais je voulais juste ouvrir la parenthèse, puisque j'avais entendu cette question posée, de savoir si la surabondance de production due à des systèmes de production et de diffusion comme Netflix n'allait pas, entre guillemets, attaquer une certaine qualité du cinéma ou des objets audiovisuels. Non. Non, tout simplement pas. Et ça ne va pas non plus nous faire perdre une certaine forme de hiérarchie commune. Est-ce que ça va permettre beaucoup plus de singularité de s'exprimer? Par contre, absolument. Est-ce que ces singularités vont réussir à faire tous des films singuliers? Non. Non. Parce que c'est délicat, c'est de l'art, quoi, tout simplement. Et c'est délicat et fragile, et on n'y arrive pas à chaque fois. Je ferme la parenthèse, c'était un sujet en soi. Je reviens donc sur ce que je disais, je pense vraiment que Jaume Collet Serra ou Olivier Mégaton, par exemple, ils ont conscience de faire des séries B. Parce que la répétition des petits budgets, du type d'histoire, mais surtout parce que c'est toujours des sujets de films de genre, quoi. Vous voyez, c'est Esther, c'est un peu un film d'horreur thriller. Et puis tous les films qu'il a fait avec Liam Neeson, c'est des thrillers violents, d'action, vous voyez, quoi, avec des happy endings et tout ça. Donc il y a... Collet Serra, il sait sur quoi il bosse. Et du coup, il sait, je pense, qu'il va limiter son budget et donc ses ambitions. Ça me donne vraiment l'impression qu'il fait des films moyens, mais avec des moyens d'ailleurs, je pense. Il a conscience, je pense, de ne pas faire des grands films, mais il kiffe son travail. Du coup, bah voilà, il franchit pas forcément le Rubicon, c'est ça que je veux dire quand il fait ses films. Je reviendrai dessus après parce que je parle très peu du film aujourd'hui, je vais vous en parler tout de suite. Comme il kiffe vraiment son travail, Jaume Collet Serra, il y a vraiment des petits moments dans The Passenger, et d'ailleurs comme dans ses autres films, des petits moments qui le font vraiment bien. Ici par exemple, il y a le début du film, et une grande séquence pour montrer les débuts de journée de Neeson, qui croisent constamment les mêmes gestes et les mêmes moments, sur plusieurs journées. C'est un effet qui est très efficace parce que ça joue avec des petits moments au ton très différents. Le couple qui s'aime, qui est complice ou qui se dispute, on a les 3 moments dans la voiture, toujours dans la même voiture au même moment. On a le fils qui se plaint de son permis, puis qui demande une bourse, toujours au moment du petit déjeuner. Ou simplement on a plusieurs réveils identiques ou subtilement différents, avec la même sonnerie mais avec une lumière différente selon la saison, une position dans le lit qui est légèrement différente. C'est en surimpression, et du coup on a ces petits bouts s'enchaînent les uns derrière les autres très rapidement. Ça donne vraiment une continuité. C'est une très belle idée parce que c'est très efficace à rendre la routine du travail et de la vie, le côté métro-boulot-dodo que le personnage a vécu pendant 10 ans, puisqu'on apprend après qu'il a arrêté d'être flic et qu'il a donc il a commencé à faire ce travail d'assurance-vie, et on comprend que c'est ces 10 ans-là dont on nous parle. C'est vraiment une belle séquence d'introduction, parce que ça finit sur le fameux Passenger, donc le commuter que Liam Neeson est devenu, donc Macaulay, je crois. Je me souviens plus du nom, je crois que c'est Macaulay. Puisque ça finit sur lui qui marche seul, après l'effacement de tous les autres, dans la gare. Il y a vraiment là un symbole émotionnel que je trouvais très très juste, qui renvoie à une émotion de solitude dans la foule, due à la répétition. J'ai rarement vu une aussi belle séquence, honnêtement, hein, sur l'aliénation, due à la répétition de la vie, tout simplement. C'est très bien mis en scène. Il y a quelque chose là qui marche très bien, et dès le début du film, on comprend et on ressent que c'est un mec qui est dans une sorte d'usure de son quotidien. Il le fait pour de bonnes raisons, il le fait pas avec mauvaise volonté, mais il est là, il croise des fantômes, il y a quelque chose comme ça, d'une répétition qui est trop forte. Et c'est vraiment une très belle idée, c'est une très belle séquence. Il a d'autres films, dans ces autres films, il a d'autres idées comme ça de mise en scène par endroits qui sont vraiment brillantes, quoi, et qui me font penser qu'il pourrait faire beaucoup plus que ça. Du coup, ça renvoie, je dis ça dans une forme de regret, parce que justement, c'est dommage que quand, dans The Passenger, la perturbation casse la monotonie, donc le licenciement, et puis la rencontre avec cette dame qui lui propose ce piège, évidemment, il n'y a pas réellement de contre-effet en termes de réalisation, de mise en scène. Ça devient un thriller efficace et bien fait, mais basique. C'est-à-dire, c'est comme si le film démarrait en ayant une très grande volonté de parler de ce que c'est que d'être un commuter et de tourner autour de ce sujet-là, et le film le fait bien, en plus, il va vraiment jusqu'au bout de son propos scénaristiquement, mais pas en termes de mise en scène.
Par exemple, moi j'aurais bien aimé, vous me connaissez, je vais faire mon réac de base, mais pourquoi pas au moment où il rencontre cette dame, justement, qui est vraiment le tournant du film. On a déjà eu un ralentissement dû au licenciement, du genre, toc, voilà, d'un seul coup il est licencié, il s'y attendait pas, ça le fout dans la merde et tout. Donc il y a une sorte de choc comme ça. Il va dans ce bar et tout ça, il rencontre son collègue policier, et puis quand il rentre dans le train, il commence à lire le bouquin un peu comme tous les jours. Et alors qu'on pense que le rythme de tous les jours va redémarrer, ou qu'on pourrait le croire, évidemment c'est pas le cas, puisque le film est pas du tout vendu comme ça, donc on est tous arrivés en sachant plus ou moins ce qu'on allait voir. Mais quand elle s'assied devant lui, j'aurais préféré un plan séquence, justement pour complètement contraster avec ce côté surmonté, et cette fusion du quotidien. D'un seul coup, on aurait comment dire, une sensation du temps qui se suspend, quelque chose de presque plus réaliste, ou simplement une tension dans le temps, parce qu'on aurait, au lieu d'avoir des champs contre champs, on aurait eu la caméra aurait fait des panoramiques, c'est-à-dire serait passé du visage de Brian Mills à la dame, comme ça de l'un à l'autre, en se renvoyant la balle, et on aurait vraiment eu cette sensation d'une tension vraiment particulière et nouvelle qui arrive d'un seul coup, et ça fait 10 ans qu'il n'avait pas ressenti ça. Comme si que la sensation, vous voyez, une sensation que les choses vont trop lentement, parce que c'est trop stressant, enfin, trop vrai, entre guillemets. Il y avait vraiment quelque chose à faire. Or, dans le film, en l'état, c'est juste un thriller efficace, mais pas à la portée de son introduction. Hein. C'est vraiment dommage. Alors, je fais mon kéké, c'est un bon thriller. Neeson doit retrouver une personne qui ne prend jamais ce train, dans un train qu'il prend tous les jours. Du coup, il y a une enquête qui est très intéressante en procédant par élimination. Et c'est intéressant parce que ça joue sur des éléments de mémoire quotidienne du personnage de Neeson. C'est-à-dire que, donc, parfois, il a un très fin limier, parfois, il oublie des trucs, et parfois, il se trompe. Et le film utilise bien tous ces éléments pour relancer l'intrigue. Du coup, c'est un bon suspense. Un bon suspense, puisque évidemment, sa famille est en danger, il peut pas contacter la police, et donc il doit enquêter sans enquêter. Du coup, le croisement des tensions, de dérouler l'intrigue sans être sûr tout à fait de sa mémoire, de ce qu'il voit avec le stress, le fait que sa famille est en danger en parallèle, et que personne n'a remarqué qu'il est enquêté, c'est bien, ça fonctionne bien, c'est plutôt bien géré. Une bonne petite tension. Ce qui fait que le film se passe très facilement. Et évidemment, plus il enquête, et plus il peut pas s'empêcher de se faire remarquer, ce qui fait que ça relance encore une fois la tension, et ça augmente la tension, et ça la relance à certains moments dans le film. Donc ça, c'est bien géré, c'est vraiment digne de Jaume Collet-Serra, il sait faire ça. Et en parallèle de ça, il sait aussi faire les scènes d'action, notamment les scènes de baston, essentiellement, à main nue, qui sont bien foutues, qui sont percutantes. Neeson est un habitué, du coup il gère bien. Et il y a même des petits effets, à un moment donné, un petit effet de vertige. Il y a une baston avec une guitare, hein, je vous passe les détails sans trop spoiler. Il y a des changements d'axe de caméra dynamiques, dans des sortes de petits plans séquences. C'est bien impliquant, bien physique. C'est genre, Neeson prend un coup, il se recule, il va tomber sur la table, la caméra s'approche de lui au niveau de sa tête quasiment, puis elle se redresse avec lui au moment où il va mettre un coup de poing, on panote, on retourne sur l'autre qui se prend une vitre, elle casse, ensuite on revient sur Neeson qui a déjà ramassé la guitare et qui va le taper avec. Enfin, il y a une sorte de dynamisme dans une sorte des petits plans séquences comme ça qui s'enchaînent les uns les autres de manière très fluide dans cette baston, et ça donne quelque chose, un effet que j'ai trouvé très bien. On sent vraiment l'impression de se battre dans un train, ce côté tangant, et on n'est pas tout à fait sur les appuis, et en même temps c'est très dynamique et assez violent. Je serais vraiment curieux de savoir comment ils ont tourné ça d'ailleurs techniquement, c'est plutôt bien foutu. Bon, après, je viens de dire beaucoup de qualité du film, malheureusement le film a des petits défauts aussi, hein, et c'est un petit peu ce qu'on retrouve parfois chez Serra, c'est ça et là, c'est des petits défauts de vraisemblance d'intrigue et de mise en scène qui empêchent le film, je pense, d'atteindre le niveau d'être un excellent thriller. C'est un film qui a des défauts, et du coup ça peut par moments dégonfler l'attention pour peu qu'on y soit attentif. Hein. Par exemple, parfois Neeson se cache, mais c'est pas très crédible, on sent vraiment que c'est un effet de caméra, on se dit non mais là le mec il l'aurait vu, tu vois, donc c'est un peu limite, il joue sur le hors-champ, mais je trouve que c'est pas toujours très bien vu, et puis il y a certains réflexes des passagers qui sont pas toujours très vraisemblables, et à un moment donné il emprunte le téléphone d'un mec, et puis le mec lui dit juste non mais garde-moi ma partie de jeu vidéo, ça le dérange, mais pas plus que ça, enfin... Ça, c'est des choses qui devraient faire paraître les choses beaucoup plus bizarres, et puis au prix des téléphones et des GSM actuels, je sais pas si les gens te le passent comme ça, même s'ils te voient tous les jours dans le train, tu vois, c'est pas parce qu'on prend le train tous ensemble tous les jours qu'on est copains, quoi. Il y a un côté un petit peu famille aussi qui est un petit peu forcé dans le film, je trouve, par moment.
Et puis surtout dans la partie finale, il y a vraiment un côté trop forcé. Comme je disais, les happy endings sont souvent forcés dans ces films-là, dans les films de série B, et Colette Serra ne déroge pas à la règle, mais là en l'occurrence, le méchant est un poil trop obvious, on le voit arriver à 100 mètres. Il y a tout un jeu sur l'image thermique, je vous passe les détails, les policiers sont là et puis ils voient au travers d'un lieu précis, ils suivent une sorte de prise d'otage avec des trucs thermiques. Et en fait, cette vue thermique, visiblement, elle est utilisée que quand ça arrange Liam Neeson, quoi. C'est complètement débile. Enfin voilà, quoi. C'est un gros problème dans la partie finale, mais heureusement, comme la partie finale n'est pas très longue, et que l'intrigue se résout pas tout à fait là-dessus, mais plus sur la question de ce mec qui est donc devenu un commuter et qui ne le voulait pas, ou qui, en quelque sorte, l'a fait par défaut et qui, en quelque sorte, doit s'en sortir parce qu'il vaut mieux que ça, d'une certaine manière, bah, ça marche plutôt bien. Bon, c'est dommage, ces petits défauts de vraisemblance, mais ça reste un bon petit thriller, et c'est dommage parce qu'il avait une idée de départ, même des idées de mise en scène qui sont un peu gâchées parce que il y a un trop grand attachement à rester dans de la série B, peut-être. C'est dommage aussi parce que le casting est très bon, Liam Neeson est impeccable, il joue tous ces films-là, il est vraiment impliqué, il joue bien. Il pourrait avoir un côté je m'endors et j'en ai marre, mais je trouve que non. Personnellement, je trouve qu'il est vraiment là, il est présent, il a une intensité dans le regard constamment. Il pourrait s'endormir sur ses rôles et la jouer un peu à la Steven Seagal ou à la Van Damme de ces dernières années, genre je m'assieds puis je distribue des tatanes une fois dans le film et ça suffit. Mais c'est pas du tout le cas, il est impliqué dans ses personnages et je trouve que on sent vraiment un travail, une collaboration avec les réalisateurs qui fonctionne bien et où lui il est présent pour dire voilà, pour être le personnage, quoi. C'est vraiment bien. Luke Wilson, qui est un acteur souvent sous-estimé, et encore une fois très bien, même si son rôle est assez limité, hein, c'est notamment le personnage qui jouait le hibou dans Watchmen, pardon. Et excusez-moi, je suis malade, donc ça va arriver un petit peu, excusez-moi. Et voilà, c'est un acteur que je trouve sous-estimé. Il joue aussi Ed Warren dans les films de Conjuring de James Wan, et il est très bon, je trouve aussi. On y retrouve aussi sa femme, Madame Warren, Vera Farmiga, qui joue aussi donc dans The Passenger, qui est excellente dans le rôle, comme à chaque fois. C'est aussi une actrice que je trouve sous-estimée. Je pense vraiment qu'elle mériterait d'avoir plus de grands rôles. Elle a juste joué essentiellement dans le remake du film hongkongais là, de Scorsese. The Departed, et c'est dommage parce que c'est une excellente actrice. Sam Neill aussi vient faire un coucou et puis il fait le taf. Enfin voilà, c'est dommage, le casting était bon aussi, donc il y avait moyen d'aller un petit peu plus loin. Et en plus, vraiment, la conclusion est bien faite. Le film raconte une histoire en quelque sorte de retour aux sources, parce qu'on a besoin d'être qui on est, et le film il le fait plutôt bien. Mais malheureusement, il n'y a pas eu cette application dans le scénario à aller jusqu'au bout, à faire en sorte que ce soit toujours crédible. Et tout simplement admettre que c'est peut-être un film qui avait, comme souvent dans les projets de Colette Serra, pas tous, mais dans certains, oui, potentiel à être un peu plus qu'un petit thriller. En l'état, c'est un bon thriller. Si vous êtes client de Liam Neeson et des thrillers, bah allez-y, hein, pourquoi pas mettre 11 €, vous allez passer une bonne soirée. Si c'est pas votre truc, autant attendre une petite soirée pizza entre amis, ça suffit, ce sera une bonne soirée, un bon petit thriller. Après moi, perso, j'aime bien. Donc je vais continuer à suivre Colette Serra, qui est un réal qui pour moi a du potentiel et qui devrait vraiment essayer d'aller un peu plus loin. J'espère qu'il va avoir un projet à un moment donné un peu plus ambitieux, voir un peu où ça ira, et qui ne sera pas entre-temps trop habitué à être un réalisateur de bonne série B, basta, parce que ça peut être aussi au bout d'un moment, créativement parlant, sans issue, quoi. On répète tout le temps les mêmes choses. Enfin voilà, wait and see, on verra ce qui deviendra. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur ce film, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, à me suivre sur Instagram, sur Twitter aussi, dernièrement j'avais tendance à oublier Twitter, mais vous inquiétez pas, je vais relier tous les épisodes à flux tendu. Merci beaucoup de votre écoute et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO, à bientôt les amis.